Passons à notre panel de parlementaires et allons tout de suite au foyer de la Chambre des communes. Mes invités, les députés Joël Lightbourn, Alain Reyes, Anne-Mine Touquache et Louis Plamondon. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Parlons de C-51, M. Lightbourn. Le commissaire à la protection de la vie privée a dit qu'il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il y a du partage d'informations entre ministères. Puis il a l'impression que C-51 a encore des failles. Vous voyez ça comment, vous? Je partage l'opinion de M. Terrien. Je pense qu'il y a définitivement des failles dans C-51. C'est pour ça qu'on est à même de réviser ce projet de loi-là. D'abord avec des consultations pour voir quels éléments devraient être retirés, lesquels devraient être préservés pour s'assurer d'une part qu'on protège la sécurité des Canadiens, mais aussi qu'on protège nos droits fondamentaux. Je pense que c'est le jeu qu'on doit jouer en tant que législateur, c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là qui est parfois difficile à trouver. Mais je vois d'un bon angle que le commissaire à la vie privée joue son rôle, lui, de soulever justement ces enjeux-là. Au niveau du partage d'informations, en effet, C-51 a des dispositions assez larges au niveau du partage d'informations en différentes institutions. Donc, il faut s'assurer que ça soit bien fait, que ça soit bien balisé dans les cas qu'il justifie. Du côté conservateur, comment qu'on voit ça, M. Reyes? Parce que c'est votre ancien gouvernement qui a mis ça en place. Oui, tout à fait. Puis très fier de cette mesure qui a été mise en place. On voit qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Il y a des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants, tant pour les Canadiens et Canadiennes ici au pays qu'à l'extérieur. Donc, ça prenait une mesure. Il fallait donner des outils à nos corps policiers, aux différentes organisations qui s'occupent de la sécurité. Là, maintenant, bien, le directeur nous dit dans son rapport qu'il y a peut-être des améliorations qui devraient être portées. Je ne pense pas qu'il a dit qu'il fallait le jeter, loin de là. Il y a un équilibre à trouver entre la sécurité et la protection de la vie privée des gens. Puis ça, je pense que la ligne est très mince, c'est pas simple. Tous les pays se posent la question, comment est-ce qu'on doit assurer notre sécurité? Et on va regarder. Le gouvernement a ça en main maintenant. J'imagine qu'il va consulter, comme ça a été dit par mon collègue juste à côté avant. Et on regardera quelles sont les améliorations qui peuvent être portées pour améliorer ces 51. Anne-Mine Touquache, ça fait plusieurs mois que du côté du NPD, il y a des interrogations sur C-51. Il y a plus que des interrogations. En fait, nous, on a vu le coup venir parce qu'en comité parlementaire, dans le dernier Parlement, presque tous les experts, en fait, ils étaient presque tous unanimes pour dire que C-51 violait les libertés individuelles et qu'il fallait retravailler ce projet de loi-là parce que, justement, l'accès à l'information brimait les droits à la vie privée des citoyens. Les Canadiens l'ont dit, les experts l'ont dit en comité à plusieurs reprises. Et malgré tout, les libéraux et les conservateurs ont voté en faveur de ce projet de loi-là. C'est vraiment inquiétant. Et ce que le commissaire à la vie privée a dit dans son rapport, c'est que les libéraux, dans leur consultation, ont choisi de ne pas consulter la population, de ne pas étudier les conséquences néfastes, justement, sur le droit à la vie privée. C'est très, très, très important de le souligner. Ils ont fait exprès de ne pas étudier ce segment-là et ils se font taper sur les doigts présentement par le commissaire à la vie privée. Hier, le NPD a déposé un projet de loi pour abroger complètement C-51 et j'ai hâte de voir ce que les libéraux vont dire pour défendre leur projet de loi. M. Plamondon. Effectivement, le projet de loi C-51, nous l'avions rejeté, mais cependant, il y avait quand même une intention valable s'il y avait eu des modifications majeures à ce projet de loi-là. Comme on parlait, par exemple, de s'attaquer aux infrastructures. On ne parlait pas de sabotage des infrastructures. On ne précisait pas les termes. On disait même que s'il y avait des gens qui défendaient certaines causes. Alors, est-ce qu'une grève, c'est une cause qui était condamnable? Est-ce qu'une manifestation, c'en était une? Est-ce que réclamer, par exemple, de la part d'un peuple autochtone un territoire, c'est quelque chose de condamnable? La même chose si on va à l'extrême jusqu'au réclamer la souveraineté du Québec, est-ce que c'est un geste extrémiste? Donc, il y avait des modifications qu'il fallait faire qui ont toutes été refusées par le gouvernement majoritaire conservateur du temps. Et surtout, il n'y avait pas de clause, une clause crépuscule qu'on appelle. Rappelez-vous, le projet de loi C-36, suite aux événements du 11 septembre, on avait déposé un projet de loi, le Parti libéral, à ce moment-là au pouvoir, et il y avait une clause, justement, crépuscule. Au bout de 5 ans, il fallait le revoter. Et ce projet de loi-là allait justement de façon aussi extrême que le C-51 presque. Et pourtant, il n'a pas été renouvelé, il est devenu caduc. Alors je pense qu'il aurait dû avoir une clause crépuscule tant
au commissaire à la vie privée, je partage entièrement son opinion là-dessus. M. Lightbourne, vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vos collègues viennent de dire? Je veux vous dire, en mon nom, bien humblement, moi, je partage beaucoup des préoccupations de ma collègue du NPD, mon collègue du Bloc. Je crois que c'est un projet de loi qui, d'emblée, avait des lacunes très, très importantes. Puis, il faut y revenir avec beaucoup de sérieux. Mais il y avait disons, un flou qui semblait être fait par dessein au niveau de certaines définitions dans le projet de loi qui ouvre la porte à de l'abus et je pense qu'il faut y revenir vraiment de manière très, très sérieuse. C'est drôle de ouais, mais moi, je vais vous dire, c'est que le gouvernement il votait en faveur non, de mais ça. Je vais vous dire... Dépendamment d'où on est, de quel bord de la Chambre. Hein? L'idée, c'est de trouver l'équilibre. Le NPD disait on rejette tout. Le Parti conservateur, on y va avec un projet de loi qui est trop intense. Nous, on essaie de trouver justement l'équilibre entre les deux. Mais c'est justement ce que le gouvernement... C'est justement ce que le gouvernement va faire pour essayer de trouver cet équilibre-là. Mais je partage les préoccupations, j'ai les mêmes. Je pense que le gouvernement dit toujours on va consulter, mais il a oublié une chose, le gouvernement, souvent, c'est de relire son livre de promesses, c'est-à-dire son programme électoral, et de l'appliquer, puisqu'il est maintenant majoritaire. La consultation a eu lieu lors de l'élection. Et à chaque fois qu'on lui rappelle une de ses promesses, on lui rappelle un engagement pris en Chambre, eh bien là, nous allons consulter. Et il a été élu pour ces engagements-là, qu'il les mette en application. Aujourd'hui, le directeur général des élections, M. Méran, a lancé une recommandation, c'est-à-dire qu'on puisse voter, que l'élection ait lieu un samedi ou un dimanche, puis que la campagne électorale soit 45-50 jours max, puis qu'on ne revoie plus des campagnes électorales de 78 jours. Alors, j'ai hâte de vous entendre, parce que vous avez vécu, vous autres, la campagne électorale de 78 jours. Monsieur Lightbourne, comment vous voyez les propositions de M. Méran? Moi, je pense qu'elles ont du mérite, elles doivent être étudiées, mais de réduire la durée d'une campagne électorale, il faut penser au coût. Moi, j'étais déjà en campagne. Avec les élections à date fixe, on est déjà à la rencontre des citoyens. On sait que l'élection allait venir le 19 octobre. Maintenant, la longue période officielle de campagne électorale permettait aux conservateurs d'augmenter le plafond des dépenses. Juste pour vous donner un exemple, dans mon comté, dans le Louis-Hébert, le plafond était de 90 000, il est passé à 214 000. Le Parti conservateur était le seul qui avait les moyens de dépenser autant d'argent. C'était leur idée, c'est d'arriver à essouffler les partis d'opposition, à dépenser. Ça n'a finalement pas servi pour eux, mais ça a eu un coût. Et ça a eu un coût sans le remboursement qui est fait par Élections Canada aux partis politiques. C'était, je pense, de l'ordre de 200 quelques millions de plus, cette longue campagne électorale. Donc, je pense qu'on peut très bien réduire sans empêcher les partis politiques, les candidats, d'aller à la rencontre des citoyens, comme on le faisait depuis longtemps avant que l'élection soit déclenchée pour une aussi longue période de temps. Moi, je pense que c'est une tactique un peu vile de la part du gouvernement précédent. Je vois d'un bon angle la recommandation de M. Méran. Alors, M. Reyes, vous voyez ça comment? Je vous le dis, là, j'en rigole en ce moment, en tant de mon confrère juste à côté de moi. Il parle des dépenses du Parti conservateur. Quand le rapport du directeur des élections est descendu, le Parti libéral est le parti qui a le plus dépensé à la dernière élection. Donc, il parle de remboursement et tout ça, mais c'est eux qui ont dépensé le plus au bout de la ligne, malgré tout. On parle de ça, mais je pense que s'il n'y aurait pas eu les 2 dernières semaines, aujourd'hui, le gouvernement n'aurait pas été majoritaire libéral quand on regarde tous les sondages qu'ils ont eu là. Donc, ça les a même aidés, cette situation-là. Cela étant dit, si on revient... C'est grâce à votre parti comme ça. Oui, je suis en train de dire qu'il devrait presque nous louager aujourd'hui, au lieu de nous critiquer. Cela étant dit, là, je pense ce que le directeur a déposé, je pense que c'est tout à fait louable. Il faut se poser la question, il faut le regarder. C'est pas si simple que ça. Des gens nous disent, si on le fait le dimanche, ça va aider, oui, pour le directeur à recruter des gens, mais on doit penser que le dimanche aussi, les gens, pour se poser la question, il y a des gens qui sont partis en week-end à l'extérieur, qui ont des chalets, qui ne sont pas nécessairement dans la circonscription pour voter. Il y a toutes sortes de façons d'augmenter la participation. On le voit dans le comité de la réforme électorale où on se pose la question du vote électronique. Est-ce qu'on rajoute d'autres journées pour aller voter? Donc, je pense que toutes ces options-là sont valables. Il faut les étudier. Et je pense que ce qui est important, vous ne l'avez peut-être pas souligné, mais dans le rapport, il y a un message sublime qui est envoyé au gouvernement qui dit que pour toute modification au mode de scrutin, c'est important que ça ne soit pas décidé strictement par le gouvernement, mais plutôt que la Chambre soit en accord par rapport à ça. Ça envoie un message, autant pour la réforme électorale, je crois, que tout autre changement, il faut qu'il y ait une volonté politique de l'ensemble de la Chambre et que ce ne soit pas un gouvernement majoritaire
qui décide de façon unilatérale. Admin to quash là-dessus. Vous avez vécu les 78 jours. Avez-vous aimé ça, 78 jours? C'est long, hein? Bien, je pense que c'est un peu lourd et un peu long. Effectivement, c'est quand même ironique que mon collègue conservateur dise qu'il faut que la Chambre soit d'accord avec les modifications de règles pour les réformes électorales, parce que c'est quand même... c'est sûr qu'il n'était pas... faisait pas partie du gouvernement à l'époque où est-ce que les nouveaux changements ont été appliqués par les conservateurs, mais c'est quand même les conservateurs qui ont fait en sorte de fixer cette nouvelle règle-là du 78 jours, comme les règles de la réforme électorale qui ont fait en sorte que c'était plus difficile pour les jeunes, pour les Autochtones, pour les femmes d'aller voter. Puis ça a été imposé à la Chambre des communes par majorité du gouvernement, de l'ancien gouvernement conservateur. Donc, c'est sûr que là, on est très content des recommandations de M. Meyrand. Le NPD, en fait, mon collègue Alistair McGregor avait déjà déposé un projet de loi pour limiter à maximum 46 jours pour la prochaine élection, les prochaines élections générales. Puis le fait que ce soit la fin de semaine, mais je pense que c'est une excellente idée parce que c'est plus facile pour les gens qui sont en congé la fin de semaine d'aller voter, et le taux de participation aux élections est déjà plutôt bas, autour de 60 %. Il faut tout faire en notre pouvoir pour pouvoir améliorer le taux de participation des gens pour les élections, pour que notre démocratie veuille dire quelque chose. Je laisse les 40 dernières secondes à M. Plamondon. Moi, je prétends qu'on devrait revenir, comme la coutume le voulait, entre 33 et 37 jours. Ça a toujours été ça, sauf 2 fois au cours des 10 dernières élections. Une fois 8 semaines, parce que c'était dans le temps des fêtes. Et cette fois-ci, c'est par une décision arbitraire du gouvernement. Beaucoup trop long. 33 à 37 jours, ça se fait comme ça au Québec, ça se fait comme ça dans la plupart des provinces canadiennes d'ailleurs. Mais le manque dans la recommandation du président, c'est de revenir à l'esprit du financement des partis politiques. Lorsque M. Chrétien a déposé le projet de loi, il dit 2 grands principes m'animent. 1, il n'y aura plus de compagnies, il n'y aura plus d'associations, seulement ceux qui ont le droit de vote qui financeront l'élection. Et deuxièmement, le gouvernement, le Parlement se fera un devoir de remettre 2 $ du vote à chaque parti politique en compensation, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des sources de financement dans l'entreprise privée, etc. Et cela, ce principe-là a été brisé par les conservateurs, et les libéraux devaient corriger ça. C'était un engagement et ils ne le font pas. À surveiller. Merci à vous 4. Merci. Bonsoir. Bonsoir.